Inondations, crues, incendies, méga-feux ou encore tempêtes, la multiplication et l'intensification des catastrophes naturelles sont parmi les marqueurs les plus visibles du dérèglement climatique. Un autre signe, beaucoup plus terre-à-terre, ne trompe pas. Les tarifs des assurances augmenteront en 2025 pour financer l'indemnisation des catastrophes naturelles. Le but est de compenser un système déficitaire depuis 2015 alors que les risques grimpent en flèche. Quand Anne-Sophie s'installe dans sa magnifique nouvelle demeure près d'un cours d'eau, elle est sereine. Elle s'est bien renseignée sur les risques d'inondation et l'État a fait installer une digue suite à quelques débordements 10 ans auparavant. Elle n'a aucune raison de s'inquiéter. Mais quand l'eau commence à monter dangereusement, il va lui falloir plus que son sang-froid pour affronter la nature. Vous écoutez Transfert, épisode 304, un témoignage recueilli par Grégoire Ossoa. On est en juillet 2021, ça fait environ 1 an et demi que je vis dans une petite commune, un petit village à une trentaine de kilomètres de la ville de Liège, en Belgique. J'ai 32 ans, je vis avec 2 petits chats. J'ai un amoureux mais qui ne vit pas avec moi. On se partage entre 2 endroits régulièrement. C'est un endroit vraiment que j'affectionne, un endroit charmant. C'est la commune de mes grands-parents, donc c'est le village de mon enfance. Je le connais par cœur. C'est une commune qui a une rivière au milieu. C'est d'ailleurs repris dans son nom. Un endroit très touristique aussi, avec beaucoup de roches, des petits commerces, tout est à proximité. Moi, je vis à une trentaine de mètres de la rivière, dans une petite maison avec un seul étage. Petite maison prévue pour une personne, avec un petit jardin, un abri de jardin, des voisins sympas avec qui je m'entends bien. Et la vie est belle. Nous sommes le 14 juillet 2021. Ça fait environ 3 semaines qu'il pleut sans s'arrêter. Tous les jours, il pleut. Là, ça s'est intensifié depuis quelques jours. Et l'après-midi du 14 juillet, je commence à faire des vidéos, au départ pour poster sur les réseaux sociaux, pour un peu se plaindre gentiment de la pluie qui s'éternise. Et je commence à recevoir des messages de personnes que je connais qui vivent en amont de la rivière à côté de laquelle je vis. Et ces personnes commencent un peu à tirer des sonnettes d'alarme puisqu'elles ont de l'eau qui commence à s'infiltrer dans leur maison, puisqu'évidemment, 3 semaines de pluie conduit à des crues importantes. Et je reçois surtout un coup de téléphone de mon papa qui vit en France et qui a entendu par d'autres personnes, des contacts qu'on a en commun, qu'effectivement, il y avait éventuellement des tracas à se faire, à se tracasser de la montée de l'eau. Et donc, je commence à surveiller l'eau, mais d'un œil un peu distrait. Je continue à faire ma soirée comme elle était prévue. Je change juste mon programme, puisqu'il était prévu que j'aille rejoindre mon copain à quelques dizaines de kilomètres de là, sur les hauteurs. Et quand même, je commence à pas avoir l'esprit tranquille. J'ai 2 chats à la maison, j'ai évidemment toutes mes affaires et une maison que je chéris, même si je suis locataire, je m'y sens particulièrement bien. Je suis quelqu'un qui collectionne beaucoup des petites choses chinées en brocante, etc. Et je me dis: «On ne sait jamais. Je vais rester sur place. Je préfère, dans tous les cas, si je ne suis pas ici cette nuit, je ne dormirai pas bien puisque je vais me tracasser. Donc je préfère rester au cas où». Je suis quelqu'un d'assez précautionneux en général, pas spécialement angoissée, mais je préfère toujours prévenir que guérir. Et donc dans ce cas-ci, je suis la seule parmi les voisins de ma rue à décider d'aller monter ma voiture sur un cimetière qui est en hauteur. De nouveau, j'ai des échanges avec mon père depuis l'étranger et qui me conseille d'aller visiter un site internet qui regroupe les taux d'eau et de débit des différentes rivières de Belgique. Je vais sur ce site internet qui a tous ces signaux au vert. Donc de nouveau, c'est assez rassurant. Et là, en direct, puisque je suis en train de consulter ce site internet, la page se rafraîchit et tout passe en orange ou en rouge, donc vraiment en grande alerte de crue. Donc à ce moment-là, je monte tous mes meubles sur des hauteurs, sur les tables. Et bon, je suis très première de classe et donc je fais ce que la commune nous a conseillé, c'est-à-dire de prendre des vivres, prendre des bougies, puisqu'il y a des risques de coupure d'électricité. Et bon, je prends tout le nécessaire également pour les chats à l'étage, en me disant que quand bien même il y aurait un petit peu d'eau au rez-de-chaussée, bon bah voilà, je vais passer la serpillière, mais je prends quand même des dispositions au cas où.
De temps en temps, je mets mon ciré pour, aller, jusqu'à l'eau et sur les 2 fois 50 mètres, donc l'aller-retour, je reviens, je suis trempée. Il pleut vraiment des cordes comme, un soir d'orage, mais en continu. Donc c'est vraiment des grosses gouttes qui vraiment viennent ajouter au débit déjà important, de la rivière. Et puis alors, l'eau arrive, là, il est presque 1 heure du matin, l'eau arrive vraiment sur le pas de ma porte. Elle arrive des 2 côtés de la rue, aussi bien à gauche qu'à droite et se rejoint finalement presque au pas de ma porte. Et là, j'arrive dans ma cuisine, j'essaye de mettre des palissades en bois, sous ma porte. J'essaye de claquemurer tout ce que je peux et malgré tout, l'eau s'infiltre, et à ce moment-là, j'ai vraiment l'image de la 3e classe du Titanic, qui voit vraiment l'eau arriver par-dessous la porte. Et c'est vraiment une image, qui me reste, encore aujourd'hui et l'eau n'arrive pas par vagues, donc l'eau arrive vraiment comme si on remplissait une baignoire. Elle monte très vite, mais de manière, très calme finalement, très latente, vraiment quelque chose d'insidieux qui se faufile vraiment partout et même si on pense qu'on a un mur ou une porte, elle arrive à passer évidemment. Donc il est presque 1 heure du matin, j'ai déjà presque 5 centimètres, à l'intérieur de la maison et je m'affaire vraiment à tout préparer. Je cours un peu partout, comme un poulet sans tête, à essayer de de sauver ce qui peut encore l'être et évidemment, je dois faire des sacrifices. Il y a des choses, je sais à ce moment-là qu'elles sont perdues. De la nourriture, des serpillères, bon, des choses de ménage. Bon, ça, c'est pas encore trop grave et puis des choses un peu plus intimes, des souvenirs, ou que je laisse là et je sais que j'aurai pas le temps de sauver tout le monde, de sauver tout. Donc les chats sont évidemment déjà montés, à l'étage, mais voilà, des petites babioles qu'on a chinées à gauche, à droite, je sais que je dois les laisser, sur place et puis alors très rapidement, puisque mon compteur électrique est au rez-de-chaussée, je n'ai plus d'électricité. Donc là, il fait nuit, j'ai de l'eau, aux chevilles et déjà, bien bien haut. J'ai plus de lumière, je n'ai plus que la lumière de mon voisin d'en face et donc je vais sortir les bougies, je vais sortir la lampe frontale et continuer comme ça, pendant, plusieurs heures du coup, pour essayer vraiment de limiter la casse et autant au début, je suis vraiment assez optimiste en me disant: «Voilà, demain c'est fini. Demain soir, j'aurai fini de passer la serpillière, on séchera un peu les meubles et tout ira bien». Autant les heures passant, je vois l'eau qui n'arrête pas, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte d'abord, jusqu'aux genoux, puis jusqu'aux hanches, au bassin et puis qui arrive vraiment, jusqu'au nombril et là, je commence vraiment à être, depuis plusieurs heures dans l'eau. Je commence à avoir froid, je commence à trembler. Je fais quelques allers-retours évidemment jusqu'à l'étage pour monter les affaires, puisque je me rends compte que tout ce que j'avais mis sur la table ou sur les plans de travail de la cuisine commence aussi à être mouillé et que ça ne suffira pas. Et donc évidemment, j'ai perdu beaucoup de temps à d'abord monter tout à quelques dizaines de centimètres, puis à tout monter à 1 mètre, et puis être obligée de redéplacer tout jusqu'à l'étage. Et donc je perds beaucoup de temps comme ça. Et puis forcément, les objets eux-mêmes commencent à flotter. Donc mon canapé flotte, mes meubles flottent également, toutes les étagères également. Et donc ça devient même un peu dangereux, puisque j'ai une étagère qui me tombe dans le dos, qui me blesse à la jambe. Et donc là, je me sens seule au monde. Et je me rends compte aussi au moment où ce meuble me tombe dessus que personne ne m'entend crier. S'il m'arrive la moindre chose, si je tombe dans les pommes, si je suis, assommée par un meuble, il y aura personne. Je suis toute seule. J'ai évidemment essayé de contacter, les secours, mais ils ne répondent pas. Ils sont, submergés, c'est le cas de le dire. Pendant la nuit, je reste vraiment donc seule dans cet environnement complètement humide. Évidemment, c'est pas de l'eau claire, c'est de l'eau qui est boueuse, qui sent déjà beaucoup le mazout puisque toutes les citernes sont en train de se renverser également dans la rue. Donc il y a une odeur, particulièrement atroce de mazout qui donne mal au crâne et surtout des alarmes qui sonnent dans l'entièreté du village. Donc des sirènes, des alarmes de voitures, de maisons, de magasins. J'entends des cris d'enfants aussi, des pleurs d'enfants au loin. J'entends évidemment mes voisins qui s'activent dans leur propre maison. Donc je suis seule sans l'être, mais là, dans mes 4 murs remplis d'humidité et remplis d'eau brune, là, je suis seule. Mes proches sont évidemment en train de dormir, mon copain aussi.
Je lui ai envoyé un message pendant la nuit en lui disant: «Bon, voilà, j'espère que ça va le faire. Normalement, on ne devrait pas avoir de l'eau, qui arrive, dans la maison». Et puis finalement, vers 4h30 du matin, je lui renvoie un autre texto en lui disant: «Eh ben, ça l'a pas fait. C'est l'enfer ici». Il est 4h30, 5h du matin. Évidemment, je perds la notion du temps assez rapidement et l'eau continue de monter. Ça en devient vraiment dangereux et j'ai un endroit dans ma maison où j'ai une petite marche et surtout un linteau de porte qui est assez bas. Et pour continuer à mes démarches, pour aller rechercher ce qui reste, je devrais normalement mettre la tête sous l'eau pour aller là-bas, donc sous l'eau, dans le noir, en étant seule et en sachant que si je dois appeler à l'aide, personne ne m'entendra. Donc là, je prends la décision que c'est fini. Je monte à l'étage et j'abandonne tout ce qui reste. Je peux plus rien faire. Et je décide d'aller me reposer dans ma chambre. Alors évidemment, je ne dors pas, je suis en hyper-vigilance. Les meubles, même s'ils sont attachés au sous-sol, cognent dans les murs de la maison puisqu'ils flottent. Et toute la maison tremble de la tête aux pieds toutes les 5 minutes. Et je me dis, qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne peux plus rien faire, juste attendre, attendre qu'on vienne nous chercher. Là, on arrive au petit matin. Mon copain m'envoie quand même un texto un peu paniqué puisqu'il vient de se réveiller en voyant les messages d'alerte que je lui avais envoyés et il se veut rassurant. Il me dit: «Ne t'inquiète pas, on va tout reconstruire à l'identique» et moi, je me raccroche à cette phrase. Et puis, la matinée avance. On arrive vers 12h, 13h et d'un coup, l'eau remonte très fort, remonte d'environ 50 centimètres en une demi-heure. Et moi qui suis retranchée à l'étage avec l'entièreté de mes affaires que j'ai stockées, comme j'ai pu, je me rends compte que cette eau, si elle continue de monter, elle va aussi atteindre l'étage où je suis retranchée avec donc le peu qui me reste et puis surtout mes 2 chats. J'ai pas de grenier, j'ai pas la possibilité de monter sur le toit et là, je m'inquiète vraiment et j'envoie un message à mon copain en disant: «Là, j'ai peur. Là, je sais pas, ce qui va se passer ensuite. J'ai pas de plan B. Si l'eau arrive ici, je perds tout et je sais pas comment je m'en vais, comment je fuis. Je reçois l'information par mes voisins qui me le crient à travers, les vagues, que les secours ne peuvent pas venir dans notre rue. On nous demande malgré tout d'installer des draps blancs aux fenêtres pour, manifester le fait qu'on a besoin d'une évacuation, qu'il y a des gens dans la maison. Donc on ne voit pas encore la fin du tunnel et là, j'ai vraiment besoin d'espoir et il y en a pas. Il y a personne pour venir nous aider. J'ai des amis très gentils et bienveillants qui proposent de venir me chercher, mais ils ne se rendent pas compte de l'ampleur, de la situation. Là, l'eau, elle a atteint 1,60 m, donc vraiment, une personne normale avec la force du courant serait immédiatement emportée. Pendant l'après-midi, j'essaye de ne pas allumer mon téléphone puisque je n'ai plus d'électricité, je n'ai presque plus, de batterie et donc je conviens avec mon copain de couper ce lien, de le rallumer toutes les 2 heures et donc mon seul lien de communication avec l'actualité et les secours éventuels, c'est évidemment mes voisins d'en face qui, eux, ont toujours la télévision et qui me renseignent pendant l'après-midi que potentiellement les secours vont arriver mais qu'ils s'occupent déjà d'autres communes en amont et en aval. Et puis moi, cette, nouvelle, je la reçois d'une manière un peu mitigée puisque partir, ça veut aussi dire laisser mes chats. Tout le matériel pour emporter les chats se trouve dans le cabanon de jardin à l'extérieur, donc inaccessible. Aucun moyen de les prendre, avec moi. Et puis, je pleure beaucoup. Je pleure toutes les larmes de mon corps en me disant: «Je peux pas les laisser là, je peux pas les abandonner». Et moi, là, ça fait presque 24 heures que j'ai pas dormi et donc je me décide à faire une courte sieste, de 20 minutes en attendant les secours. Je me réveille 4 heures plus tard. J'ai finalement beaucoup dormi, le contre-coup d'une nuit sans sommeil, de stress, de l'eau glacée, de pas avoir mangé, hypothermie et cetera. Il est 11h, 11h20, les secours arrivent enfin. Ils arrivent sur des embarcations, rouge vif et l'un d'eux arrive, sous mes fenêtres et me crie, «Bah, vous descendez?» Je lui dis qu'évidemment c'est impossible, sans quoi je l'aurais déjà fait depuis 2 jours. Ils vont commencer à évacuer d'autres personnes dans la rue, notamment mes voisins avec cette, famille nombreuse, leurs chiens, leurs tortues, une portée de petits chatons, c'est l'arche de Noé et il reste encore une place.
Je descends sur cette échelle de 10 mètres au milieu de l'eau. Et puis, arrivée en bas, je dois sauter sur ce canot un peu instable. Évidemment, les pompiers nous aident. Et donc, finalement, les pompiers nous ramènent jusqu'à un véhicule de l'armée, quelques centaines de mètres plus loin, qui lui-même nous redéplace de quelques centaines de mètres pour enfin être au sec sur la terre ferme. Et donc, je les remercie évidemment chaleureusement pour leur évacuation. Je leur souhaite bon courage pour la suite. Et puis, je remonte vers ce cimetière où j'ai laissé ma voiture quelques jours auparavant. Et j'arrive finalement chez les parents de mon copain. C'est là qu'on a convenu de se retrouver. Et finalement, quand j'arrive, il m'attend dans la cour. On se serre dans les bras. Et c'est vraiment à ce moment-là que je m'autorise à baisser les bras et à lâcher tout ce que j'ai de stress. Je ne pleure pas, mais je suis très émue. Le lendemain, première heure, on décide de retourner sur les lieux puisqu'on a appris par mon propriétaire que l'eau avait vraiment presque disparu. Elle était fort descendue durant la nuit et que, a priori, les lieux étaient atteignables, avec évidemment beaucoup de déviations, puisque beaucoup de routes étaient encore fermées, avec beaucoup de dégâts, de débris absolument partout. Et donc un trajet qui prend normalement 20 minutes nous prend 2 heures pour arriver sur place. Et en découvrant l'étendue des dégâts, moi je suis vraiment figée. Et on apprend aussi que puisque les maisons ne ferment pas, puisque les portes sont cassées, les vitres sont cassées, les châssis gonflés, il y a pas mal de personnes qui font déjà du pillage et des cambriolages dans les maisons laissées vides. Et donc, ma seule option là, puisque les portes ne ferment plus et qu'il y a a priori des gros travaux à entreprendre, c'est d'enlever toutes mes affaires en express durant cette journée du samedi. Devant l'ampleur de tout ça, moi, je reste juste figée et je dis à mon copain, «Occupe-toi de ça». Enfin, je sais pas par quoi commencer. Je suis complètement perdue. Il essaye de me donner des micro-tâches en me disant: «Voilà, prends cette armoire et puis tu fais des caisses comme tu peux avec ce qu'il y a dans l'armoire», et même ça me semble complètement, pas du tout à ma portée. C'est vraiment insurmontable. Je sais pas par où commencer. J'ai des amis qui arrivent pour venir nous aider. J'ai juste envie de pleurer. Les chats sont là, ils vont bien. Ils ne se sont pas enfouis avec la porte ouverte et les fenêtres ouvertes. Mais malgré tout, je dois trouver une solution pour les héberger, puisque moi, je suis littéralement à la rue. Je n'ai plus de maison. En tout cas, elle est plus habitable. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de chauffage. L'escalier est potentiellement dangereux. On n'en a pas encore la certitude, donc elle est inhabitable. C'est exclu que je reste là. Donc je dois tout enlever, y compris les chats. Et donc je demande à un ami de les prendre chez lui. À ce moment-là, je suis à fleur de peau et tout me touche. À la fin de la journée, j'arrive dans la colocation de mon copain qui était hébergé provisoirement chez un ami. Et donc, on va passer là plusieurs semaines dans une chambre de 10 mètres carrés. Après quelques jours, je dois recommencer à travailler et en même temps, déjà, essayer de trouver un nouveau logement. Et évidemment, ça va pas être simple puisqu'il y a environ 30 000 foyers qui sont touchés dans la province de Liège et qui, comme nous, cherchent une nouvelle maison. Et bien sûr, c'est l'offre et la demande. Donc, les propriétaires vont augmenter les loyers en précisant que ce sont des habitats non inondables. Et donc, en général, ils vont donner priorité aux familles avec des enfants. Et nous, on va systématiquement passer après ces familles. On comprend évidemment l'urgence de placer ces familles avec enfants, c'est bien normal. Mais on attend notre chance et on se dit, mais c'est quand notre tour? À chaque fois, on arrive, je dirais, dans les finalistes pour être repris par les propriétaires de différentes maisons. Et à chaque fois, bien embêtés, ils nous confessent qu'ils ont donné la priorité à des familles. Et donc, à chaque fois, on se projette dans un nouveau lieu. À chaque fois, on a un espoir qui est chaque fois déçu. Et ça, c'est évidemment très dur. Moi, je suis déjà fragile psychologiquement. J'arrive pas encore à intégrer tout ça. Je fais des cauchemars toutes les nuits. Je me réveille systématiquement vers 3 heures du matin parce que je rêve d'inondations. Toujours des scénarios que j'ai pas vécus. Et donc, je rêve que je suis coincée dans une voiture au milieu des flots. Je rêve qu'un chalet s'écroule sur nous à cause de l'eau. Il y a plein de versions comme ça. Et donc, bien sûr, je me réveille en sursaut à 3 heures du matin et je sais plus me rendormir. Et donc, de semaine en semaine, je suis de plus en plus exténuée. Et puis, je reprends le boulot et donc, mes collègues me demandent
évidemment, puisque tout le monde a été au courant, de leur raconter. Et donc, je raconte en permanence la même histoire. Et puis, je suis aussi confrontée à des gens qui pleurent sur mon épaule parce qu'ils ont eu de la boue dans leur bégonia. Et donc, c'est difficile aussi pour moi de les écouter. J'ai vraiment besoin de me renfermer sur moi-même et de parler à personne. Au fur et à mesure, je vais vraiment avoir l'impression de changer et je vais vraiment me rendre compte qu'effectivement, je change. Je plonge vraiment dans l'amertume et je deviens particulièrement aigrie de semaine en semaine et ça me ressemble pas. J'ai vraiment l'impression de descendre chaque fois une marche de plus dans la dépression et l'une de ces premières marches, c'est de considérer qu'il y a eu de l'injustice et je vais vite me rendre compte que les assurances vont pas m'indemniser comme elles auraient dû. Je suis dans un cas très rare juridiquement. Ce genre de petit astérisque qu'on a au bas des contrats qui dit qu'en cas de catastrophe naturelle, puisque c'est comme ça que va être classée l'inondation, l'assurance peut décider dans certains cas, et j'en faisais partie, de considérer que le jardin et la maison sont trop près de l'eau et donc que je n'ai pas le droit à avoir une assurance alors que c'est une zone qui n'est pas considérée comme inondable d'habitude. Et donc, ce sentiment d'injustice va vraiment augmenter la dépression et va augmenter un sentiment de jalousie et d'injustice, presque de persécution. Je vais regarder d'autres personnes autour de moi qui soit ont menti, soit n'ont pas menti, mais ont effectivement reçu du gouvernement ou des assurances. Et je vais me comparer en disant pourquoi elle et pas moi. Et c'est un sentiment dont je suis pas fière et dont je n'étais déjà pas fière à l'époque. Je suis dans un moment où quand on m'emprunte quelque chose, j'ai toujours peur qu'on me le rende pas, donc j'ai un réflexe vraiment de possession avec ce qui me reste. Et je me rends compte que c'est très courant finalement, que quand on a tout perdu ou presque tout perdu, on bascule facilement dans la haine et dans la haine des autres. On finit finalement par avoir notre chance auprès d'une propriétaire qui souhaite louer à des gens sans enfants. Et je comprends très vite que si elle souhaite qu'il n'y ait pas d'enfants, c'est parce qu'elle est particulièrement maniaque. C'est une maison qui est immaculée et qui doit le rester. Elle nous fait très vite comprendre qu'on n'est pas chez nous. Donc on ne peut pas décorer comme on veut, on ne peut pas choisir les rideaux aux fenêtres comme on veut, etc. Et puis d'autres aspects plus pratiques, c'est que la maison est beaucoup plus loin pour aller travailler, elle est plus chère aussi. Et puis je m'y sens pas bien. Forcément, c'est pas la maison que j'avais avant. Même ma mémoire musculaire est toujours là-bas, puisque constamment, je rate des marches dans l'escalier, pensant être de nouveau dans mon ancienne maison. Je cherche les interrupteurs au mauvais endroit. Donc, elle partait déjà pas gagnante, cette maison. Mais en plus de ça, il y a beaucoup de choses qui font que je ne me sens pas à l'aise. Et c'est une période de ma vie qui va être vraiment très compliquée. J'apprends à ce moment-là que mon père m'a laissé différentes dettes financières qui sont indépendantes de l'inondation, mais qui rajoutent une pierre justement à tout ça. Je descends encore une marche dans la dépression, je pleure beaucoup. Les trajets en voiture sont toujours un moment où je pleure énormément. Et puis, forcément, je dois continuer à travailler en même temps, organiser ce déménagement dans cette nouvelle maison. Dès que je signe le contrat de cette maison, je sais tout de suite que je m'y plairai pas, mais j'ai pas le choix. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre maison disponible. Déjà qu'elle est en dehors de notre budget, on va devoir faire avec. Donc je m'y sens évidemment pas bien. Le soir, je n'ai pas envie de rentrer du boulot. J'ai envie de retourner dans cette ancienne maison où j'étais si bien. Où évidemment, c'était pas qu'une maison, c'était un foyer pour moi. C'était un moment de grâce un peu dans ma vie. Enfin, un moment où je pouvais me poser, où j'étais seulement dépendante de moi-même, autonome, indépendante. Et avec la possibilité de jardiner, etc. Tout ça a disparu et je passe mon temps à ressasser ce qui a disparu, à penser à tous ces problèmes qui s'accumulent, l'assurance qui n'est pas à la hauteur de ce que j'espérais, d'autres personnes qui, je dirais, se pavanent devant moi en disant qu'elles ont eu beaucoup. Puis des relations sociales qui sont un petit peu éclatées aussi. En fait, tous les aspects de ma vie sont touchés par les inondations. Pendant des mois, il y a toutes les autoroutes de la province qui vont vraiment accumuler beaucoup de bouchons, parce qu'un des gros tunnels de la ville
est complètement fermée. Et donc, pour aller au travail, je mets beaucoup plus de temps à cause des inondations. La piscine est fermée à cause des inondations. J'ai des amis que je ne vois pas beaucoup à cause des inondations. Chaque fois, c'est une nouvelle chose qui se brise et à chaque fois, c'est une épingle de plus dans le cœur, quoi. J'ai beaucoup de deuil à faire en même temps. J'avais évidemment l'habitude de recevoir des amis dans mon ancienne maison. On peut plus le faire. On n'est plus du tout dans la même région. Et donc, c'est un peu un enchaînement de petits soucis qui ne sont pas graves pris indépendamment, mais qui tous ensemble vraiment vont me submerger et vont vraiment faire en sorte que je vais passer dans un désespoir comme je n'ai jamais vécu. Je suis aussi dans la colère, évidemment. Je suis dans la colère vis-à-vis de l'État. Je suis en colère contre mon compagnon qui m'avait promis qu'on reconstruirait tout à l'identique. Et puis finalement, c'est pas possible. Et lui, il est dans la positivité. Il essaye avec tout son optimisme de me redonner goût à la vie et de dire c'est agréable, on vit ensemble, on passe des bons moments, etc. Et moi, je veux pas l'entendre. Je suis toujours la tête dans mon ancienne maison. Je n'ai toujours pas récupéré mes chats, évidemment. Et donc, tout ça fait que, à l'approche des fêtes, ça ne va vraiment pas du tout. Et je parle de plus en plus ouvertement du fait que je veux me suicider. Parce que pour moi, si la vie, c'est continuellement construire et puis déconstruire, ça vaut pas le coup. Et donc, je vis dans l'angoisse permanente que même si je reconstruis quelque chose, ça va m'être repris d'une manière ou d'une autre, que forcément mes proches vont finir par décéder ou être malades, ou que de nouveau on va devoir quitter notre foyer. Je fais tous les scénarios possibles, évidemment, et c'est évidemment irrationnel, mais j'y pense de plus en plus. Et quand j'en parle, les gens me disent que j'ai pas le droit de dire ça. J'ai pas le droit de dire que je veux en finir. Et donc, je décide que j'en parle plus, puisque quand je le dis, ça fait du mal à tout le monde. Et puis, je m'organise et je me dis que ça tombe bien, on a un grand escalier avec une mezzanine et pour se pendre, c'est pas mal. Évidemment, je me rends même pas compte quand je dis ça de la portée et des répercussions. Je suis en fait vraiment dans une phase de dépression qui reconfigure complètement le cerveau. Et pour moi, je suis juste dans un nihilisme complet. Et finalement, 3-4 semaines après, nous sommes en février 2022, on repère une maison un petit peu plus loin de nouveau, mais qui est moins chère et qui surtout est à la campagne. C'est une ancienne ferme qui a été complètement rénovée. Bon, voilà, on reste en latence pendant quelques jours avant d'avoir l'information que finalement elle est à nous. Et pendant ces quelques jours-là, je me fais une promesse. Et je me dis que si vraiment on peut y aller, alors il faut que je m'en sorte. Et il faut plus que je rumine, parce que là, ce sera bien. Et que là, on va pouvoir construire. Je vais pouvoir replanter mes racines, littéralement. Et que là, on sera bien. Et donc, finalement, on l'a. Je suis évidemment très heureuse. Et on déménage encore une fois. Donc, ça fera la 3e fois en 1 an et demi. Et puis, on s'installe et forcément, c'est une maison qui nous correspond tout à fait, qui est à la fois ancienne et un peu moderne aussi. On s'y sent tout de suite très bien. Si on avait dû la dessiner, elle aurait été comme ça. Alors évidemment, il a fallu le temps que les choses se remettent en place. Tout n'a pas guéri du jour au lendemain. Il m'a vraiment fallu presque 1 an, donc toute l'année 2022, pour guérir, pour me sortir complètement de cette dépression, de pouvoir la regarder de loin et me dire « Waouh, j'étais vraiment loin, en fait. J'ai vraiment descendu beaucoup des marches. Il m'a fallu beaucoup de temps pour les remonter aussi et sortir de ce puits très noir. » Évidemment, il y a encore des séquelles. J'ai quand même gardé une angoisse constante de perdre à nouveau mon foyer. J'ai toujours peur qu'il y ait maintenant, après l'eau, que ce soit le feu ou que notre propriétaire décède et puis que la maison soit vendue et qu'on doive quitter les lieux. Donc ça, c'est une angoisse qui est restée, qui est permanente. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont évidemment à prendre en compte aujourd'hui.
Vous venez d'écouter Transfert, épisode 304, un témoignage recueilli par Grégoire Ossoa. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Johanna Lalonde. Montage, Célia Brondeau et Mona Delahaye. Habillage musical, Mona Delahaye. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.